Bonjour et bienvenue à cette toute première vidéo de la rentrée 2023-2024. Je m'appelle Jérôme Christian, je suis fondateur de DeepLab. Je suis juriste et développeur blockchain smart contract. Nous avions il y a quelques temps pris vacances, comme vous l'aurez remarqué, et donc nous n'avons pas produit depuis à peu près 3 mois, 3-4 mois, sachant que la dernière production date à peu près euh, du mois de juillet-août. Et donc nous revenons avec un nouveau format, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt un format assez libre, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'invité, etc., etc., pas pour le moment en tout cas. Et on s'est dit que pour cette première vidéo, il fallait vous parler le cœur sur la main, comme on dit en français. Alors, il y a beaucoup de choses à dire et on va se les dire tout au long de l'année. On aura de plus en plus de contenu, notamment sur notre chaîne YouTube. On essaiera de vous les partager également sur LinkedIn le plus possible. Sur LinkedIn, vous aurez beaucoup plus de contenu dans le style carrousel, dans le style texte, mais pourquoi pas, on continuera également à vous fournir un rendez-vous, en discussion, en invitant des personnes que nous jugeons et que vous jugez également pertinentes pour les questions que nous traitons. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler de façon générale, je vais parler de façon générale de ce qui se passe dans l'écosystème. Il est bouillonnant actuellement, il y a beaucoup de nouveautés, et notamment sur les aspects réglementaires. Le ciel s'éclaircit avec l'entrée en vigueur depuis le 29 juin de MiCA, Marketing Crypto Assets, qui avait été publié le 9 juin et qui sera en application pour le stablecoin à partir de la fin du mois de juin, et pour les security tokens et les utility tokens à la fin du mois de décembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire dessus? Avec l'équipe, on a fait beaucoup de R&D, notamment pour comprendre comment est-ce qu'il faut qu'on se comporte, vis-à-vis de toute notre communauté, de vous qui nous faites confiance, de vous qui nous posez des questions en privé, mais également en public, de vous qui suivez nos vidéos et qui laissez des commentaires. MiCA, c'est à peu près 550 voire 600 pages. Ça va dépendre des caractères. Mais voilà, ça tourne dans ces environs-là. Donc, comme vous pouvez le voir, ça nous a pris presque 5 mois à faire l'étude, sachant qu'on a commencé à approfondir, enfin, on a commencé à étudier le sujet depuis à peu près le mois de juin de l'an passé, et c'est seulement après la publication au niveau du journal officiel que nous avons décidé d'aller en profondeur, de l'étudier un peu plus différemment, et notamment de le couper en différentes parties. On a récupéré, si je ne me trompe pas, autour de 6 ou 7 différentes parties qui sont également sous-divisées en plusieurs sous-parties. Nous aurons le temps de faire plein d'articles, plein de vidéos, plein de démonstrations, plein de carousels pour vous partager tout ça, afin que vous soyez prêts, tant au niveau professionnel que niveau, quand je dis professionnel, c'est les juristes, c'est les avocats, etc., etc., que niveau entrepreneurial, c'est toutes ces startups avec qui nous discutons au jour le jour. Récemment, à Station F, ici, j'ai rencontré les fondateurs d'une startup qui fait de l'agrégation, notamment. Et donc, voilà.
Ça bouge énormément, j'ai énormément de questions qui m'ont été posées, je n'arrive pas à répondre à toutes les questions, donc mea culpa et patienter, ça va venir, on est en train de bosser dessus, voilà, ça prend du temps, mais on est sûr qu'on va terminer le plus vite possible. Voilà, alors qu'est-ce que nous pouvons vous dire concernant Mika? euh, on connaissait tous la couleur de ce règlement. C'est protéger l'argent, protéger l'épargne du petit investisseur. Voilà. On sent que c'est une loi qui vient éviter un bis des ICO des années 2017. Principalement, ça c'est sûr et certain. Quand on le découpe très rapidement en trois grandes parties, on va se rendre compte que il est divisé en... Il pose la question de quelle est la cible. C'est ça la première grande question. Ensuite, il pose la question de quelle est la gouvernance, le mode de fonctionnement du projet. Et le troisième, il pose la question de l'existence du token. Est-ce qu'il y a un token qui existe? Si oui, ben, expliquez-nous l'objectif de ce token. Sinon, expliquez-nous le fonctionnement de ce que vous proposez sur la blockchain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est beaucoup lié aux agréments. Jusqu'alors, je pense qu'il n'y a que la Société Générale qui a obtenu un agrément, mais plutôt PSAN, pas d'agrément MiCA. Je n'ai pas en tête pour le moment une seule startup ou bien une seule entreprise qui est déjà, enfin, ou en tout cas une seule entité publique ou privée qui ait déjà obtenu l'agrément MiCA parce que c'est tout nouveau et que tout le monde est en train de préparer en fait la demande d'agrément MiCA. Alors, il existe trois types d'agréments, il faut le retenir dans la tête, tant pour les entrepreneurs, les entreprises que les juristes, les avocats et autres. Et ces trois agréments, les voici. Nous avons en premier ce qu'on va appeler l'agrément de catégorie 1. Alors, ce que les législateurs ont fait, c'est que pour chaque type d'agrément qu'ils accordent, il y a une garantie qu'ils attendent à ce que le demandeur pose. Donc moi je les ai posés, je les ai dans cette vidéo, j'ai décidé de les présenter sous forme de garantie. Donc l'agrément de catégorie 1 va coûter à peu près 50 000 à déposer en garantie. Et ça va concerner principalement les consultants, bref, tous ceux qui sont dans le conseil, etc., etc. Mais pas que. On fera une plus grande vidéo pour vous partager tout ça. Le deuxième agrément va concerner tous ceux qui sont dans, je pourrais dire dans le stockage. Alors, ouais, je me trompe tout le temps entre ceux qui sont dans la transaction et ceux qui sont dans le stockage. Voilà. En tout cas, le deuxième agrément va coûter à peu près, en termes de garantie, 125 000 euros minimum pour l'avoir. Et quand je dis 125 000 euros, ce n'est pas que vous allez donner à déposer au niveau de l'AMF 125 000 euros pour avoir votre agrément. Non, c'est la garantie minimale que l'AMF veut voir dans votre compte bancaire, dans le compte bancaire de l'entreprise et qui permettent de garantir que demain, en cas de problème, eh bien, vous êtes en mesure de répondre urgemment. Je pense que ça a été ça la stratégie du législateur de répondre de façon efficace et rapide aux besoins du petit investisseur. Et le dernier agrément, bon, lui, il va contenir toute la panoplie conseil, consultation, stockage, transactions, etc., etc. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas. J'ai ma mémoire qui me fait défaut actuellement. Et donc, lui, la garantie minimale que demande le MiCA, c'est 150 000 euros. Donc, cela sous-entend que plus votre entreprise va croître et plus croîtra également la garantie que vous allez déposer à chaque fois auprès auprès de votre banque, que ce soit une banque traditionnelle ou bien une crypto-banque. De toutes les façons, c'est vers là, d'ailleurs, ce sera le point d'après. On parlera tout à l'heure de la révolution qu'apporte le MiCA et
via la blockchain. Voilà. Et donc le dernier point, c'est plus vous allez grandir en taille et plus vous serez obligé d'avoir une plus grosse garantie, ce qu'on pourra probablement appeler dans l'avenir des sortes de garanties, des garanties de réserve comme on les a au niveau des différentes banques. Voilà. Et donc le deuxième point, qu'est-ce qu'apporte Mika? Mika c'est comme les années 2000 avec ce qui s'est passé avec les médias et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont arrivés à partir des années 2000. Facebook est apparu, Twitter est apparu, YouTube est apparu, VKontakte est apparu en Russie, etc., etc. Et ce qu'ils ont changé principalement, c'est la façon dont l'information est partagée. Et donc, dès qu'on se met à changer la façon dont l'information est partagée, il y a nécessairement quelque chose qui change, c'est que on a tout d'un coup plusieurs sources d'informations qui viennent et il faut pouvoir trouver un moyen de les vérifier, donc de les agréger. Ce qui sous-entend que les informateurs traditionnels, dans le style par exemple TF1 ou ce genre de chaîne-là, ils deviennent une chaîne parmi tant d'autres. Voilà. Je sais que la génération de mes grands-parents probablement regarde la télé encore. Moi, la dernière fois que j'ai regardé la télé, il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et mes parents regardent la télé de moins en moins parce qu'ils sont habitués à déjà utiliser l'ordinateur. Nous, on ne regarde plus du tout de télé. La génération Z, non, ils sont tout le temps sur leur smartphone, limite la tablette. Voilà. Donc, pour vous donner une réalité de ce qu'a apporté Internet en matière de création de contenu, de création et de distribution de l'information. Ça a rendu l'information commode. Donc aujourd'hui, j'achète de l'information, je consomme de l'information que j'achète chez des gens en qui j'ai confiance. Et l'achat ne se fait pas nécessairement de façon bancaire. C'est principalement par l'attention que nous portons à un créateur de contenu. Et lorsque ce créateur de contenu obtient beaucoup plus d'attention, donc ce créateur a plus d'abonnés qui apparaissent, ce créateur va être récompensé, suivant le nombre de vues. Le nombre de vues par mois, je sais pas, quelques millions de vues, c'est égal à YouTube paye ceci, Facebook paye cela, Telegram, je sais pas s'il paye ou pas, mais bon voilà. C'est ce genre de système là. Donc, ça a rendu l'information marchandise. Et donc, voilà. Je choisis qu'est-ce que je consomme. C'est pour ça que généralement, lorsque je vois des gens qui se disputent entre eux, la première des questions que je me pose, c'est, ok, est-ce que chacun d'eux, sur une opinion bien précise, est capable aujourd'hui de dire, ou du moins d'assumer la source d'information qu'il consomme? Voilà, c'est toujours ma grande question. Et donc, ce qui va se passer avec tout le petit monde ou le grand monde de la finance et des banques, c'est ce qui s'est déjà passé avec tout le petit monde qui existait à l'époque des années 2000 des médias d'information comme TF1, comme BFM, comme La Croix, comme Le Figaro, etc., etc. Donc, on va avoir la même chose très bientôt avec les banques. On va avoir la même chose très bientôt avec le monde de la finance. Ça veut dire que, littéralement, si on prend l'exemple du stablecoin, eh bien, théoriquement, vous pouvez déposer, créer votre dossier et aller le déposer au niveau de l'AMF pour demander la possibilité de créer un stablecoin. Voilà, vous qui me regardez, vous pouvez aller voir l'AMF et lui dire, moi j'ai un projet de création de stablecoin et j'ai besoin de l'agrément de catégorie 3, par exemple. Il y a tout un tas
de conditions que l'AMF, que MICA, à part MICA, bien sûr, on a encore un certain nombre de lois et règlements et autres, de directives, etc., au niveau de l'Union européenne. Par exemple, lorsqu'on va parler de la loi sur l'émission de monnaie numérique pour les banques, pour les établissements de crédit, voilà. Vous demandez un agrément d'établissement de crédit, comme la Société Générale, je suppose également la BNP, la BPI, etc., etc. Et ensuite, vous apportez toutes les garanties qui montrent que si vous devenez émetteur de ce stablecoin, qui peut être, je suppose, en euros si vous habitez au sein de l'Union européenne, que vous allez vous assurer que votre stablecoin est non seulement stable, mais qu'il ne met pas en danger le système financier de l'Union européenne. D'ailleurs, jusqu'alors, ce qui se passait, c'est que lorsque vous êtes une fintech et que vous demandez à rejoindre la cour des grands, donc des banques, donc à créer une banque en ligne, généralement, vous êtes obligé d'aller voir une de ces vieilles institutions, Société Générale, BNP, etc., et vous leur demandez de vous permettre d'utiliser en fait, d'utiliser leur licence. Donc ils vous font passer des vérifications lourdes pour s'assurer que effectivement vous avez toutes les garanties, vous avez toute l'administration qui va gouverner de façon transparente le fonds. Ça, avec l'apparition de la blockchain qui a obligé à mettre en place MICA, on n'a plus tellement besoin d'aller voir les banques pour leur demander de nous donner accès à leur infrastructure technique et encore moins juridique. Parce que créer un RIP, vous l'avez automatiquement en créant un wallet. Certes, oui, il y a quelques petites choses à changer, notamment si on est au sein de l'Union européenne, il y a un standard bien particulier qu'il faut mettre en place pour s'assurer que oui, effectivement, si j'envoie mon argent de mon wallet, ça va tomber sur mon compte bancaire, mon vrai compte bancaire chez Société Générale ou bien chez BNP, pardon. Mais là, on a une récente nouvelle de la banque centrale de l'Union européenne qui est en train de faire en sorte que demain, celui qui veut émettre de la monnaie numérique, qu'il aille directement faire la demande à la Banque centrale de l'Union européenne, parce que de toutes les façons, ils savent que on aura de nouveaux acteurs sur le marché de la finance et de la banque qui vont vouloir eux aussi émettre leur propre stablecoin. Maintenant, vous allez me dire, oui, le stablecoin, c'est pas la même chose que l'euro numérique. À ça, je vais vous dire, non, vous vous trompez, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce qui fait la différence, c'est un, la technologie, et deux, les actifs derrière qui garantissent le stablecoin. Ok, au niveau de l'euro numérique, au sens numérique, pas au sens crypto-numérique, oui, on a la Banque centrale de l'Union européenne qui va garantir l'euro, je suis d'accord avec vous, mais derrière, avec quoi est-ce que la Banque centrale de l'Union européenne garantit l'euro? Ils sont supposés avoir de l'or quelque part, ils sont supposés avoir une certaine forme de valeur qui certes va fluctuer d'année en année, mais qui garde sa valeur. Donc l'or, donc l'argent, donc du platine, donc de l'immobilier. Donc derrière me dire qu'il y a une différence fondamentale entre le stablecoin et le stablecoin euro et l'euro numérique, c'est ne pas du tout avoir compris la révolution blockchain que nous sommes en train de vivre. Nous sommes entrés dans l'ère de la marchandisation et de la simplification de la banque et de la finance avec la blockchain. Ça, qu'on le veuille ou non. Voilà. Donc, je lisais récemment une étude qui, je sais plus quelle institution l'a sortie, et qui essayait de faire la différence entre, oui, c'est quoi le stablecoin, oui, c'est quoi la monnaie souveraine des États. Il n'y a pas de différence. Ce qui fait la différence, c'est parce que, ok, aujourd'hui, on a des actifs
supplémentaires qui permettent de garantir la monnaie. Le Bitcoin aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser sur MakerDAO pour émettre du DAI. Un DAI est égal à $1. Vous pouvez utiliser aujourd'hui de l'Ether pour faire la même chose. Voilà. Tout comme vous pouvez utiliser votre foncier pour faire la même chose. Donc ça, c'est ce que les banques vont vivre les 5 à 10 prochaines années. Vous allez voir beaucoup de fonds d'investissement, de fonds de banques, de néobanques apparaître qui n'auront rien à voir avec le monde banking traditionnel, ce que nous appelons la TradFi, la traditional finance, ou bien on peut même l'appeler la trad banking, la banque traditionnelle, mais qui est en train de disparaître parce que on voit que toute l'architecture technique des banques est en train petit à petit de s'exporter vers la blockchain, vers les différents usages de la blockchain. Récemment, on a encore Swift qui testait, entre guillemets, la tokenisation de ses actifs. Qui dit tokenisation lorsqu'on va parler de Swift ne peut pas ne pas dire stablecoin. Voilà. Donc, essayons de ne pas rentrer dans des jeux de petits mots qui ne servent à rien, alors que bon, la réalité est là. La réalité, c'est que le système financier mondial, le système bancaire mondial va complètement changer les 5 à 10 prochaines années et on a besoin d'entrepreneurs qui font le changement et qui n'ont pas peur de prendre ce changement et qui n'ont pas peur de faire évoluer le système, quitte à ce que il y ait certaines institutions qui disparaissent. On est dans une société capitaliste. Et ça, c'est la réalité. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère n'avoir pas pris trop de temps. On essaiera de créer 2 vidéos par semaine. Espérons bien, au moins 2. Et moi, je vous dis merci beaucoup pour votre temps, pour votre attention. Et à la prochaine.